C'est un feu qui accompagne la catastrophe écologique et en même temps qui l'accroît. Alors il se distingue de plusieurs manières. Il a d'abord pour caractéristique d'être très clairement lié au réchauffement climatique. C'est-à-dire que c'est un feu qui accompagne la catastrophe écologique et en même temps qui l'accroît. Parce qu'en fait, ces feux contribuent aussi à l'émission de tonnes et de tonnes de gaz à effet de serre. Et par exemple, les méga-feux qui ont eu lieu en Indonésie en 2018 ont produit autant de gaz à effet de serre que l'activité économique américaine tout entière. Donc là, voilà, c'est une situation qui est quand même tout à fait nouvelle. Ce qui est nouveau aussi, bien sûr, c'est l'étendue de ces feux. Alors c'est une étendue en termes d'hectares, mais c'est aussi une étendue en termes de temps. Donc on a des périodes de feu où la nature est inflammable, non pas 1 mois, 2 mois par an, mais plutôt 5, 6. Après, il y a encore une autre caractéristique qui est l'intensité des températures. C'est-à-dire que, en fait, les feux, ils sont tellement violents, ils sont tellement intenses, que les sols sur lesquels ils vont passer restent comment dire, détruit de manière irréversible dans 50 à 60% des cas. Alors, donc, ce ne sont pas du tout des feux qui sont bons pour la forêt, comme on le disait, des feux d'entretien, des feux saisonniers, etc. C'est des feux qui détruisent très durablement les forêts, et il y a des tas de coins dans le monde où les forêts ne repoussent plus, parce que, d'une part, parce que ces feux, ils déstructurent les sols, mais aussi parce qu'ils passent trop souvent. Une forêt, pour qu'elle se reconstitue, ça dépend des endroits, mais il faut de 30 à 120 ans. Et si le feu, par exemple en Méditerranée, il passe plus de 2 fois en 20 ans ou même en 30 ans, ben, la forêt va pas repousser en fait, elle va être vraiment très très durablement détruite. Donc en tout cas, à l'échelle de la vie humaine, de l'espèce humaine, on pourrait même dire, ben, ces feux provoquent des conséquences irréversibles. Donc voilà ce qu'on peut appeler un méga-feu. Oui, ils sont d'origine humaine, mais c'est le cas de quasiment tous les feux. Disons, les causes dites naturelles des feux de forêt sont quand même relativement rares, encore une fois, à l'échelle de l'existence de l'espèce humaine, hein. C'est-à-dire, en fait, la seule cause naturelle connue, authentifiée, c'est la foudre partant d'orages secs, mais toutes les autres occurrences sont liées à des activités humaines. Alors ces activités humaines, il faut aussi, bien sûr, les répertorier et les distinguer les unes des autres. Il y a des activités accidentelles, ça peut être l'étincelle que produit un train en passant sur un rail. Si la nature est complètement desséchée et que le vent souffle, ça peut générer un feu. Mais il y a aussi, bien sûr, la négligence. Il y a le fait que beaucoup de gens qui vivent dans les bois aujourd'hui, qui se construisent des maisons dans les forêts, c'est moins le cas en France, mais c'est beaucoup le cas en Californie par exemple, eh bien, ne savent pas y faire avec la forêt, donc aussi allument un barbecue. Et puis voilà, la nature est tellement inflammable aujourd'hui à cause du stress hydrique, à cause de l'accumulation de matière sèche aussi, ça on en reparlera, mais voilà, que toute étincelle peut être à l'origine d'un feu de forêt qui devient incontrôlable si le vent souffle très fort. Et puis voilà, vous avez aussi bien sûr des feux accidentels liés à la négligence et puis aussi des feux criminels. Les feux criminels représentent à peu près 40% de cette masse, et cette masse, c'est 98% des départs de feu aujourd'hui. Effectivement, je pense que cette position ou cette attitude adamique, faut la préciser, mais qu'elle tient le milieu entre deux extrêmes. Le premier, comme vous l'avez dit, qui est un projet de domination de la nature, de suppression de l'imprévisible, voire de substitution de l'industrie humaine au processus naturel, alors qui évidemment concerne l'agriculture, mais qui concerne aussi finalement le génome humain, qui concerne toutes sortes d'activités. Et puis à l'autre extrême, il y a ce qu'on appelle le préservationnisme, l'idée que la nature fait bien les choses, l'idée d'ailleurs que la présence humaine est toujours fatale à la nature, qu'il y a un antagonisme fondamental finalement entre l'activité humaine et la nature, que, comme le disait Élisée Reclus, que l'homme enlaidit la nature nécessairement. Donc voilà, ce préservationnisme tend à sanctuariser en quelque sorte la nature, voire à la contempler, voire à tenter de retrouver en soi ce qui nous fait fusionner avec elle. Donc voilà, ces deux attitudes, elles sont très très néfastes, justement, en ce qui concerne les feux de forêt. La première parce qu'elle contribue au réchauffement climatique, qui est la cause du méga-feu, et puis la seconde parce que
dans une certaine mesure, elle s'oppose, même si elle rejoint la première d'ailleurs en cela, elle s'oppose à l'intervention d'entretien, je dirais, humaine dans la nature, ce qui est responsable de l'accumulation en particulier de matières combustibles, de matières sèches, ce qui est aussi responsable de ce qu'on appelle la fermeture des paysages, c'est-à-dire que la forêt se referme et du coup, il y a toutes sortes de niveaux de biodiversité qui disparaissent aussi à partir du moment où le paysage de tourbière, par exemple, on peut penser au plateau des Mille Vaches, disparaît au profit d'une forêt qui se referme de partout et donc qui devient en quelque sorte livrée aux flammes dans la mesure où elle qui était habituée au feu anthropique, en quelque sorte, perd de sa résilience en réalité. Alors il y a toutes sortes de phénomènes comme ça. Et donc cette attitude, je dirais, intermédiaire, elle consiste vraiment à penser, je pense, des interactions homme-nature, mais des interactions telles que, en cultivant la forêt ou la nature, l'homme se cultive lui-même, et en même temps, en se cultivant lui-même, il apprend d'une certaine façon à organiser l'indépendance du phénomène qu'il cultive, c'est-à-dire de la nature. Et justement, Adam est un personnage, si on peut dire, biblique intéressant parce que justement, il est chargé par Dieu, qui le met dans le jardin d'Éden, à la fois de cultiver le jardin pour épuiser sa subsistance et pour développer, ce faisant, sa propre humanité, et de garder le jardin. Et c'est cette idée de le garder qui me semble importante. C'est-à-dire que le jardinier et le cultivateur, d'une certaine façon, qui se confondent dans la personne du paysan, veillent à leurs intérêts mutuels, si l'on peut dire, tout en gardant une espèce d'indépendance qui fait que le devenir de l'un n'est pas déterminé par le devenir de l'autre, même si évidemment il y a des conditions mutuelles. J'ai envie de parler de coopération, d'entraide, de complémentarité. Je pense que le paysage, c'est justement cette nature transformée par les activités humaines, qui joue le rôle de nature pour nous, mais qui en même temps sert de substrat et d'accompagnant à nos propres activités. Et du coup, effectivement, cette vision-là du paysage en contradiction même avec l'idée contemplative, l'idée spéculaire, l'idée aussi artificialiste du paysage qui s'est beaucoup imposée dans l'histoire de l'art, en esthétique. L'idée que finalement, c'est par le tableau qu'on accède au paysage et que le paysage est inventé par les peintres. Je pense qu'il y a effectivement une part d'interprétation, il y a une manière de voir les choses, mais d'abord le rapport au paysage est loin d'être purement visuel. Je crois que c'est important d'arracher le paysage à une conception purement visuelle, spéculaire. Le paysage n'est pas une image, le paysage est un lieu d'opération, c'est un ensemble de possibilités d'usage, c'est un ensemble de formes de vie, j'ai envie de dire. Donc, et puis justement quand on arrive dans une forêt qui vient de brûler, on se rend compte tout d'un coup que ce sont tous les sens qui sont concernés, pas seulement la vue. C'est vrai qu'on ne voit plus que du noir et des squelettes d'arbres, mais on est asphyxié aussi olfactivement, il n'y a plus aucun bruit. La forêt brûlée, elle est complètement silencieuse, il n'y a plus de grillons, il n'y a plus de cigales, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien. Et donc il y a un sentiment de cimetière qui n'a connu aucune visite, en quelque sorte, qui vous envahit comme ça. Et donc on voit bien à ce moment-là, justement du point de vue de la disparition du paysage, que tous les sens sont affectés. Et je crois qu'il faut leur donner une place dans l'unité, en quelque sorte, à la fois biotique et culturelle, conforme avec les paysages qui sont nos lieux de vie, nos lieux aussi de souvenirs, nos lieux grâce auxquels nous tissons des liens avec le passé, et aussi les lieux grâce auxquels nous avons quelque chose à transmettre, c'est-à-dire grâce auxquels nous imaginons notre futur. Je pense qu'il y a quelque chose d'universel dans cette espèce d'adaptation, d'ajustement mutuel entre des données extérieures, ce qu'on pourrait appeler le DOR, tout simplement, le outdoor,
Et puis comment dire, les projets de vie des sociétés humaines. On a parlé d'Adam, là on n'est ni en Australie, ni en Indonésie, ni en Californie. On est voilà, au niveau comment dire, de l'idée même de ce que c'est qu'un homme, d'un humain sur la Terre. Donc, et je crois que là, Adam fait la même chose que les aborigènes d'Australie ou que les Indiens d'Amazonie ou que les Indiens d'Indonésie. Il cultive son jardin. Et le cultivant, il le transforme. Mais le transformant, d'une certaine façon, il se transforme lui-même. Et se transformant lui-même, il apprend aussi à faire avec ce jardin. Il fait pour le jardin. Et ça me semble très important, effectivement, dans la philosophie du country cleaning, qui est vraiment une philosophie que j'ai découverte chez les aborigènes d'Australie, où effectivement, il est question pour eux de, comment dire, de cultiver la terre tout en la respectant et en la gardant pour les générations futures. Donc là, il y a quelque chose enfin, de complet, je veux dire, c'est une forme de vie complète, c'est une unité naturelle, culturelle, si vous voulez, qui est complètement fonctionnelle. Par contre, ce qui me semble peut-être important à préciser, c'est que simplement, soit les choses, elles se passent comme ça, et j'ai parlé des feux de forêt, mais parce que c'est, comment dire, c'est un lanceur d'alerte, c'est un avertissement extrêmement puissant, parce qu'on ne va pas s'adapter aux feux, on ne peut pas vivre en compagnie des feux. Ils sont beaucoup plus forts que nous et ils sont véritablement dévastateurs. Donc, des gens qui ne sont pas du tout préparés à réagir dans le détail de leur vie et de leur pensée à la crise écologique peuvent se découvrir justement au contact du feu une vocation d'environnementaliste en quelque sorte ou d'écologue. Ça me semble assez évident. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Soit les choses elles se passent comme ça, soit elles ne se passent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que la prévalence si vous voulez, de cette attitude destructrice de la nature, elle nous mène là à une fin, à une impasse totale. Donc on doit bien voir que ce qui est encore aujourd'hui vécu comme une possibilité parmi d'autres est en réalité tout le contraire d'une possibilité. C'est une impossibilité. C'est-à-dire que là, on va véritablement dans le mur, on le sait. Ça ne veut pas dire que le mur, on va être dedans demain. On a sans doute une bonne trentaine d'années devant nous, mais il faut en profiter. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, soit on a effectivement cette relation interactionnelle, interactive, d'ajustement mutuel avec les données de notre propre vie, que ce soit notre environnement humain, notre environnement social, notre environnement professionnel, notre environnement familial ou notre environnement naturel, soit il ne se passe rien. Ou ce qui se passe est de l'ordre justement de ce qu'on appelle la catastrophe.